Shalom, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve exceptionnellement avec Chaim Rothenberg, organisé par Midreshet Yehuda Manitou. Et on va aujourd'hui parler d'un thème très cher à Manitou, justement, qui est l'équation de la fraternité. La fraternité dans la Torah. Bechavod. Bonsoir à tout le monde. On m'entend bien, ça va? Très bien. Oui, bon. Eh bien, effectivement, on m'a demandé de parler d'un sujet qui est un sujet, comment on peut dire ça, central dans la pensée de Manitou. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense il est toujours intéressant de se poser la question, mais pourquoi ce sujet est-il aussi central dans la pensée de Manitou? Alors, on va faire comme on dit ça, une digression historique pour essayer de se replacer dans l'atmosphère intellectuelle, je dirais, des années d'après-guerre. L'après-guerre, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Et effectivement, les questions d'altérité, de fraternité, les questions de fondement de la morale, sont des questions qui ne sont pas l'apanage de certains penseurs juifs, mais qui sont aussi des questions qui sont discutées, débattues par des penseurs non juifs et plus particulièrement par les intellectuels français d'après-guerre. Et quand on se pose la question de savoir sur quelle base se porte leur réflexion, eh bien, on voit quelque chose de tout à fait, intéressant. Beaucoup d'entre eux se réfèrent à qu'on appelle la dialectique du maître et de l'esclave chez le philosophe allemand Hegel. Hegel est un philosophe du 19e siècle. Il a écrit, entre autres, un livre qui s'appelle La phénoménologie de l'esprit. Et dans ce livre, il développe la parabole du maître et de l'esclave. Alors, je ne vais pas vous inviter à aller lire ce qu'écrit Hegel, même si ça peut être effectivement intéressant. Mais je voudrais tout de suite signaler quelque chose qui est beaucoup plus intéressant encore, c'est que, et qui est commun à tous ces penseurs, non juifs et juifs, c'est que ce qu'ils pensent, ce qu'ils savent, pour la plupart d'entre eux, de cette dialectique du maître et de l'esclave, en réalité ne se trouve pas chez Hegel. Dans les années 30, 32-33, est arrivé à Paris un personnage intéressant, russe d'origine, Alexandre Kojève, et il a donné à partir de 1934 à l'école des hautes études un séminaire d'introduction à la lecture de Hegel. Kojève étant lui-même, il n'est pas juif, hein, est un personnage intéressant. Pour ceux qui sont intéressés, il y a plusieurs livres qui lui sont consacrés de point de vue biographie. Mais ce qui nous intéresse là ce soir, c'est effectivement ce séminaire qu'il a donné pendant des années, de 1934 à 1938, à l'école des hautes études, et qui est une introduction à la lecture de Hegel. Et des notes de ce cours qu'il a donné ont été publiées par la suite, en 1947 par Raymond Queneau, et sous le titre Introduction à la lecture de Hegel. Et quand on lit ces notes, c'est un livre volumineux, le voici, oui.
Il y a combien? Il y a 500 et quelques pages, 560 pages. On s'aperçoit que la lecture qu'a fait Kojève, donc en particulier de la dialectique du maître et de l'esclave chez Hegel, est sa propre lecture et sa propre interprétation, et qui a été fortement, comment dire ça, influencée par les thèses marxistes du développement de l'histoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce séminaire, bien que la plupart d'entre eux soient encore très jeunes à cette époque-là, se trouvent tous ceux qui vont devenir les grands noms de la philosophie française après la guerre, et même au-delà de la philosophie. Il va suffire d'en nommer certains. Jean-Paul Sartre, Lacan, Raymond Aron et Georges Bataille, André Breton, Henri Corbin, René Girard, Jean Hippolyte, Claude Lévi-Strauss, Merleau-Ponty, Éric Weil et bien d'autres encore. Donc vraiment les noms qui, dans les années 50 et 60, ont été des références pour pour des générations, on peut dire, de jeunes étudiants et de moins jeunes. Et puis aussi, et là c'est aussi quelque chose d'intéressant à noter, c'est que parmi les auditeurs de Kojève, il y avait un certain nombre d'auditeurs qui étaient, eux, d'origine russe, et parmi eux, quelqu'un qui a joué un très grand rôle dans la vie de Manitou, qui est Jacob Gordin. Donc imaginez que tous ces personnages-là se retrouvent à ce séminaire-là, au moins une fois par semaine, et donc entendent l'interprétation de Kojève de la fameuse parabole du maître et de l'esclave. Chacun, après, l'a développé comme il l'a voulu. On pourrait trouver même sur Internet un certain nombre d'études qui ont été déjà consacrées à- à- aux plus célèbres d'entre eux, pour voir comment ils s'en sont servis. Mais ce qui est intéressant, c'est que pratiquement dès le début de son enseignement à Orsay, Manitou lui-même parle de cette parabole-là du maître et de l'esclave. Bon, il la cite évidemment au nom de Hegel. Manitou ne lit pas l'allemand. Il a étudié Hegel quand il a fait ses études de philosophie à la Sorbonne, par l'intermédiaire de Jean Val en particulier et de Jean Hippolyte. Donc il a entendu parler de cette approche-là. Il ne sait pas que c'est l'interprétation de Kojève. D'ailleurs, pratiquement personne en France, sauf certains germanistes, savent que Kojève n'est pas très fidèle dans son interprétation, mais enfin, c'est l'interprétation qui s'est imposée dans toutes les réflexions d'après-guerre de tous ces personnages-là. Et comme on va le voir par la suite, effectivement, Manitou, en réalité, quand il parle de l'équation de fraternité et qu'il commence à développer et à analyser la manière dont cette équation-là a été mise en place dans les différentes sociétés, et en particulier évidemment dans la société occidentale, se réfère directement à ce que Kojève a dit, et ce que, visiblement, dans les années 50, nombre d'étudiants juifs ont entendu dans les cours ou de Sartre, ou de Lacan, ou de Lévi-Strauss, et d'autres à propos de cette interprétation-là. Donc je pense il était important de remettre ça dans le contexte, parce qu'il y a finalement une question de fond qu'on doit se poser. Et là, je vais tout de suite, on va passer en mode de share screen, si j'y arrive, et si je retrouve le document. Voilà. Est-ce que tout le monde voit? Oui. Oui, très bien. Eh bien, on va lire ensemble un certain nombre de citations qui viennent de différents cours de Manitou, où il explique
On n'aura malheureusement pas le temps ce soir de rentrer dans les détails parce que s'il faut faire un cours d'exégèse, vous doutez tous que cette exégèse-là doit être faite autour de l'histoire de Caïn et de Abel, évidemment. Mais là, ça nous prendrait des heures et des mois peut-être d'études. Peut-être que ça vaudra le coup un jour de le faire. Mais Manitou avait toujours le génie de ces formules dans lesquelles, dans ses introductions, il mettait tout de suite l'accent sur l'essentiel. Et la première citation que je vous propose là, c'est ce que Manitou disait, c'est que la société humaine, l'humanité dans son entier, est jugée, ça veut dire par rapport au projet divin, évidemment, d'abord sur le problème de la relation d'autrui à autrui. Et là, on peut se poser la question. Vous savez que Manitou quand même, était un Mécoubal. Et a priori, disons en lecture, en première approche, des écrits qui sont ou du Hari ou attribués au Hari, lui-même, il semblerait que le problème essentiel de l'humanité, c'est ce qu'on appelle le tikkun de la faute d'Adam Arishon, la réparation de la faute d'Adam Arishon. Or, Manitou, en réponse à une question de quelqu'un qui, dans un cours, voulait faire un peu le malin, en essayant de le coincer justement sur ce sujet-là, lui répond très franchement et très succinctement en lui disant: bon, mais mon vieux, t'as rien compris au Hari. Et moi, je te dis que la faute qu'il y a à réparer, à restaurer, c'est la faute du deuxième homme, c'est-à-dire de Caïn, et non pas la faute du premier homme. Parce que la faute du premier homme a déjà été réparée au niveau de la collectivité au moment de David Ameller. C'est une étude qu'il faudrait faire pour elle-même et qui est aussi importante. Mais au niveau de la collectivité, comme il le dit ici, la collectivité, c'est la société humaine, c'est l'humanité dans son entier. Eh bien, le plus important, c'est le problème de la relation d'autrui à autrui. Et donc, on peut légitimement se poser la question, mais qu'est-ce qui a amené Manitou à mettre l'accent sur cette problématique-là? Et je pense que, par les quelques phrases d'introduction que j'ai rappelées tout à l'heure, à propos justement de l'influence que Kojève a eue sur des générations entières d'intellectuels français et de la manière dont ils ont abordé un certain nombre de questions, eh ben, on commence à comprendre là où il veut en venir. Il faut une réponse juive authentique à ce questionnement-là. Après la Deuxième Guerre mondiale, comment on se positionne par rapport à autrui? Et comment on positionne le problème de relation finalement de deux personnes, de deux sociétés, etc. Ça occupera un certain nombre de penseurs juifs, bien évidemment Lévinas aussi, d'une manière tout à fait différente de l'approche de Manitou. Mais pour l'instant, nous occupons de ce que Manitou disait. Et il nous dit, l'histoire de cette société commence avec Caïn et Abel. Elle ne commence pas avec Adam Arishon. Donc elle commence à la deuxième génération. Et comment il nous présente les choses de la manière suivante. La dimension principale du rôle du problème moral dans l'histoire humaine est la recherche de la solution de l'équation de fraternité. Je vais faire une autre citation que je ne vous ai pas écrite ici. Manitou disait, si tu veux savoir vraiment dans quoi un homme croit, eh bien, vois comment il se comporte avec les autres. C'est-à-dire la dimension qu'on pourrait qualifier d'horizontale, de relation d'autrui à autrui, dévoile en réalité quelle est la relation que l'homme a avec son Créateur. C'est par la concrétisation de la relation à l'autre, eh bien, on voit effectivement, ça dévoile quel est le terme, quelle est la nature de la relation avec le Créateur. Et donc ce problème-là devient essentiel dans son enseignement, comme je l'ai dit,
dès les premières années d'Orsay, et par la suite encore plus, année après année, il revient sur cette problématique-là, toujours en se fondant sur ce qu'il expose depuis le début. Et il nous dit la chose suivante: le problème fondamental est celui de la relation des sujets à l'intérieur de la cité, car dès qu'il y a deux sujets humains en présence, le fait social est fondé et le problème moral est posé. Le but est de faire que la coexistence soit possible. Bon, ça paraît être une phrase auquel tout le monde peut adhérer, parce que c'est un fait. Il n'y a pas trop à discuter. Le fait social, c'est le fait de vivre en société. Or, l'homme vit en société. Chacun d'entre nous ne vit pas sur une île déserte. Et donc, le problème moral est posé. Et Manitou dit, le but est de faire que la coexistence soit possible. Mais pourquoi rajouter le but est de faire que la coexistence soit possible? Parce que, malheureusement, l'histoire de l'humanité, depuis le début, donc, nous montre que cette coexistence-là est plus que difficile. Et puis, encore une fois, euh, le traumatisme de ce qui s'est passé au XXe siècle est présent. Et donc la question occupe tout le monde. Comment faire que cette coexistence est possible? Et chacun a effectivement sa proposition à faire, mais Manitou n'a pas de proposition à faire en lui-même, puisque Manitou s'intéresse à ce que la Torah vient nous enseigner et non pas à ce que lui pourrait dire en tant que penseur autonome. Et quand il commence à développer et analyser la problématique, eh bien, il nous dit la chose suivante. Tout geste de relation dans la société fait que deux sujets humains sont en présence, c'est le minimum, mais tout acte a un sujet et un objet. Pour l'instant, c'est moi qui vous parle, donc moi je suis le sujet, vous êtes les objets. Et donc tout se passe comme si, inévitablement, dès qu'une relation sociale s'installe, un des deux partenaires a tendance à s'affirmer, à s'instaurer comme le sujet du geste historique et transforme son interlocuteur en objet. Donc là, dans cette deuxième partie de la phrase, on passe d'une situation qu'on pourrait dire objective, je parle, vous écoutez, donc je suis le sujet, vous êtes l'objet, à quelque chose là qui n'est pas objectif, mais qui fait partie déjà d'une subjectivité. C'est moi qui voudrais que vous soyez objet. Et c'est moi qui fais tout pour que vous soyez objet. Et objet, ça ne veut pas dire simplement passif. C'est-à-dire qu'il y a dans toute relation un danger qui apparaît, et dit Manitou, inévitablement, de transformer l'interlocuteur, l'autre, en objet. Or, le transformer en objet, c'est éliminer complètement le problème moral. Il n'y a plus de problème, puisque en réalité, je vous ai supprimé. J'ai fait de vous des objets. Donc, il y a bien une question qui se pose. Comment, disait Manitou, restaurer votre dignité? Comment vous faire repasser du fait objet au fait sujet? Et ce qu'il ajoute là, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et cette situation est voulue par le Créateur. Pourquoi? Car chacun doit dire le monde a été créé pour moi. Ça, c'est ce que dit la Gemara dans un traité de Sanhédrin de manière explicite. Chaque personne doit dire Bishvili nivra olam. Donc, si pour moi le monde a été créé, c'est donc pas pour vous. Mais vous dites la même chose. Donc, on voit tout de suite qu'il y a une dialectique qui se met en place et une rivalité qui se met en place. On pourrait le dire de manière différente, et dans certains cours, Manitou lui-même le dit de manière différente.
Le Créateur, en tant que Créateur, donne tout à la créature. Mais cette créature, c'est chacun d'entre nous. Donc, il donne tout à tout le monde. Ah oui. Donc, le tout, il est chez moi. Donc, s'il est chez moi, il n'est pas chez vous. Mais vous vous dites quoi? Ben, le tout, il est chez vous et pas chez moi. Donc, inévitablement, il y a un conflit, une rivalité. Et Manitou a dit, c'est voulu par le Créateur. C'est-à-dire que quand on commence à comprendre et à creuser la question, on se rend compte qu'il y a là une problématique qui a été mise en place par le Créateur de manière voulue, et que finalement, c'est ça le défi qui est proposé à la créature en tant que créature. Essayer de trouver une solution à ce qu'il semble être impossible à résoudre, puisque, effectivement, chacun doit se dire, le monde a été créé pour moi. Et donc, il nous dit, dès qu'il y a en présence deux sujets, il y a agressivité et rivalité. C'est inévitable. Il y a deux manières différentes d'être homme en présence. Ça, c'est le fait social. Et apparaît le risque de supprimer l'autre. Et je rajoute là, à ce niveau-là, que les deux manières d'être différentes d'être homme font qu'il n'y a pas de symétrie dans cette relation-là. Si vous vous souvenez de l'histoire de Caïn et Abel, ce sont deux frères jumeaux. Donc on dit, a priori, ils sont dans la même position, pas du tout. Et les versets d'ailleurs sont très clairs, je voudrais les citer de mémoire pour bien préciser les choses. Quand Caïn naît, qu'est-ce que dit Chava, sa mère? Kaniti Ishet Hashem. Mais Kaniti, ça veut dire Kinyan, ça veut dire que c'est quelqu'un, explique Manitou, qui se connaît comme étant déjà l'être. Il est canouille. Il n'est pas donné un effort moral de son point de vue. Il se connaît comme étant déjà l'être. Si on pose la question à Caïn, qui est l'être créé, la créature à la deuxième génération, il va répondre, ben, c'est moi. Or, si je suis la créature, celui-là qui est à côté de moi, il fait quoi? Il est là pourquoi? Et ce deuxième qui est à côté de lui, que dit le verset? Va Tosef la ledette, et elle ajouta d'enfanter, et arrive, et Evel, son frère Evel. Et Manitou fait remarquer, il est d'abord nommé frère. Donc il y en a un qui se connaît de manière naturelle comme étant le frère, et il y en a un autre qui se connaît de manière naturelle comme étant le maître du monde. Il n'y a pas de symétrie. Et il ne peut pas y avoir de symétrie, parce que ce sont deux manières d'être homme. Il y a une manière d'être homme qui se connaît comme étant le maître du monde, et le deuxième qui s'appelle le frère. Vous voyez déjà comment, à travers ces quelques phrases-là, Manitou commence à se rapprocher de cette dialectique de Hegel, du maître et de l'esclave. Mais on va y revenir. Donc, il apparaît tout de suite ce risque de supprimer l'autre. Pourquoi le supprimer? Dans plusieurs cours, Manitou se réfère aussi à la philosophie de Berkeley. La philosophie de Berkeley est très intéressante de ce point de vue-là. Berkeley est un des grands défenseurs d'une théorie qui s'appelle le solipsisme. Le solipsisme consiste en particulier à dire que tous les autres, finalement, ne sont que des images dont je me fais la représentation dans ma tête. Ils n'ont pas d'existence en tant que tels, ce sont des images qui sont le fruit de la représentation que je me fais d'eux dans ma tête. Bon, Berkeley ne vivait pas au temps où il y avait déjà des ordinateurs, donc il ne connaissait pas la touche importante delete. Mais qu'est-ce que Manitou explique? C'est que le solipsisme, en tant que manière de voir l'autre,
présente un danger moral extrême, parce que cette image-là, quand elle me dérange trop, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, j'appuie sur la touche delete et elle disparaît. J'annule l'autre. Et effectivement, ces théories-là ont mené, par leur développement, notamment à travers le 19e siècle, finalement, à toutes les théories où on a commencé à classifier les hommes en plusieurs catégories. Et puis, certains groupes qui devenaient trop gênants, eh bien, on s'est dit finalement, ce sont toutes les théories racistes du 19e siècle, eh ben, on peut les supprimer. Ce ne sont que des images. Donc, ce risque de supprimer l'autre, c'est bien un risque qui est inhérent au fait que, dans ce que Manitou appelle l'équation de fraternité, eh bien, il y a pas de symétrie. Et d'ailleurs, le terme qu'il emploie d'équation de fraternité, elle aussi, demande réflexion. Une équation en mathématiques, il y a deux parties qui sont égales. Or là, il apparaît tout de suite, les deux parties ne sont pas égales. Donc de quoi veut-il parler réellement? Eh bien, du fait qu'effectivement, au départ, il n'y a pas deux parties égales, mais que la solution, c'est d'arriver à ce que les deux parties soient égales en dignité, soient toutes les deux sujets. C'est pour ça qu'il emploie cette expression d'équation de fraternité. Et quand on commence à comprendre, là de quoi il veut nous parler, eh bien, on peut aborder effectivement son analyse, qui est à la fois une analyse, comment dire ça, historique et sociologique, finalement, de ce qui s'est passé dans l'humanité au cours des siècles. Et c'est là que Manitou en arrive à cette dialectique du maître et de l'esclave, selon l'interprétation de Kojève. Kojève a expliqué la chose suivante, que finalement, quand deux êtres sont en interaction, le fait social, eh bien, inévitablement, un va devenir le maître et l'autre va devenir l'esclave. Ça ne peut pas être autrement. Pour ceux qui voudraient après analyser un peu plus ses propos, eh bien même, il en parle déjà dans le début de son livre, à partir de la page 38, où il explique effectivement cette dialectique-là. Encore une fois, il la tire de Hegel, mais comme bon nombre de commentateurs de Hegel et de traducteurs de Hegel par la suite ont fait remarquer, même la manière dont Kojève a traduit ce qui est dit en allemand par Hegel sous le titre Le maître et l'esclave n'est pas tout à fait exact, puisque Hegel emploie deux mots en allemand, Herr, qu'on peut traduire effectivement comme le maître, mais il emploie en deuxième mot le mot de Knecht. Et Knecht, c'est un serviteur, c'est pas un esclave. C'est pas un esclave, mais Hegel, Kojève qui lit au public francophone, et ça traduit le maître et l'esclave. C'est pour ça que je vous dis, ça colle pas du tout avec ce que Hegel lui-même visiblement avait voulu dire. Et puis et surtout, Kojève le replace dans un contexte historiosophique. Kojève parle d'anthropologie philosophique, des termes qui seront chers à Manitou par la suite. Et donc, que dit Kojève? Eh bien, dans tout fait social, il y aura toujours un maître et il y aura toujours un esclave. C'est, je dirais, la base aussi de toute l'interprétation marxiste. La lutte des classes, ça vient de là. En France après-guerre, le Parti communiste et les intellectuels marxistes, ce n'est pas une quantité négligeable. Il y a des milliers de jeunes juifs qui sont attirés, qui sont membres du Parti communiste. Oui. Je crois tout de suite après la guerre, il y a à peu près
Dans le début des années 50, il y a à peu près 3000 étudiants juifs à Paris. Bon, ça nous paraît un chiffre pas très important, mais il n'y avait pas comme aujourd'hui des centaines de milliers et des millions d'étudiants. Il y en avait à peine quelques dizaines de milliers. Donc 3000 étudiants juifs, c'était une quantité non négligeable. Et vous saviez qu'il y avait à l'époque déjà, qu'on appelle l'Union des étudiants juifs de France, dont Manitou d'ailleurs était le président, avait déjà été créée. Et puis, il s'était aperçu très rapidement que parmi les membres de l'UEJF, une grande partie d'entre eux étaient marxistes convaincus. Et donc, quand il fait ses analyses en public, déjà dans ces années-là, ça parle. Les gens savent de quoi il veut parler et comprennent de là où il veut en venir. Il est là pour présenter ce que la Torah a à dire de ce problème-là, quand son public connaît ce que les philosophes marxistes en disent, ce que les sartriens en disent, ce que Merleau-Ponty en dit, ce que Lacan enseigne dans ses séminaires, ce que Lévi-Strauss va développer par la suite. Et donc, sa manière de présenter les choses et de les formuler n'est pas anodine. Donc, première position, c'est il y a toujours un maître, il y a toujours un esclave. Et Manitou dit, eh ben, enfin, il ne dit pas Kojève, puisqu'il ne le cite jamais. C'est une fois, dans un cours. Il ne se souvient plus exactement de son nom, mais c'est de lui dont il parle. Eh bien, il dit, ça, finalement, c'est ça la société occidentale. Dans la pratique, la société occidentale s'est toujours comportée comme le maître et a toujours rendu esclaves tous ceux ou celles qu'elle a rencontrés. Allusion aussi au colonialisme, bien évidemment. On est dans la période où on commence à parler de décolonialisation. Et Manitou dit, c'est ça la société occidentale. En pratique, elle veut être le maître et les autres les rendre esclaves. Et évidemment, il rattacha la figure typologique de Esav. Al-Kharbecha Tichye, la bracha que Esav a reçue de son père, Manitou dit, ben vous voyez, c'est bien ça le maître. C'est celui qui domine, c'est celui qui est violent, c'est celui qui veut par la violence s'imposer. Et puis il dit finalement, il y a une réaction dans la même société occidentale, une contre-réaction. C'est la position théorique du christianisme. Finalement, dit Manitou, qu'est-ce que le christianisme est venu apporter à l'Occident? Eh bien, une analyse théorique du problème. Effectivement, l'histoire montre qu'il y a toujours un maître, il y a toujours un esclave. Eh bien, moi, le chrétien, je vais préférer être l'esclave et non le maître. Donc, si le maître, c'est le sujet et l'esclave, c'est l'objet, eh bien, je vais dire que moi, je préfère être l'objet et toi, tu seras le maître. C'est la morale théorique de je t'en la joue, la deuxième. Et pourquoi Manitou dit que c'est une analyse théorique et une morale théorique qui n'a pratiquement jamais été mise en application, sauf dans certaines communautés qui se sont retirées, retranchées du monde? Eh bien, tout simplement, parce qu'aucune société occidentale n'a jamais vécu d'après cette injonction. L'Occident est arrivé partout toujours en conquérant. Il n'a jamais été, je ne sais pas moi, quand il est arrivé en Afrique, que ce soit au Kenya ou au Sénégal, il n'a jamais proposé ni aux Kenyans ni aux Sénégalais d'être eux les maîtres et les Français ou les Anglais qui y sont arrivés d'être tout d'un coup les esclaves. Mais ce sont deux positions. Et puis Manitou rajoute, eh ben, il y en a une troisième, qui caractérise finalement l'Orient. Bon, Manitou, en réalité, n'était pas un grand spécialiste des questions des mystiques orientales, bien qu'il les connaissait un peu, surtout le bouddhisme, mais il, par ses études,
il a compris une chose importante, au moins, l'Orient tel qu'il était jusqu'au moment où la Chine s'est réveillée, le livre de, comment il s'appelait celui-là, Perfit. Quelle était la position de l'Orient? En Orient, on avait compris, au moins au point de vue philosophique, si on peut dire, on avait compris que finalement, ce qui est décrit et ce qui est analysé par tout le monde, le fait que quand il y a une interaction entre deux personnes, il y a toujours le risque d'avoir un maître et un esclave, la seule solution possible, c'était d'arrêter l'histoire. C'était de supprimer ce fait historique, ce fait social. Donc, il n'y aura plus de maître, il n'y aura plus d'objets, de sujets, de sujets et d'objets, de maîtres et d'esclaves. Il n'y aura plus rien. À la limite, on sera tous objets. Et pour arrêter ce cercle, comme on dirait, infernal, il n'y a qu'une solution, c'est d'arrêter de faire des enfants. Et effectivement, dans les philosophies religieuses de l'Orient, c'est un fait important. Chez les bouddhistes, évidemment, mais chez bien d'autres aussi, les moines ont injonction de ne pas se marier. Bon, il ne faut pas faire d'enfants. Parce que si on fait des enfants, ça continue. Donc il faut arrêter absolument l'histoire. Et Manitou aimait bien rappeler le proverbe chinois qui dit « Il vaut mieux être assis que debout, couché qu'assis, et mort que couché. » Et il disait, voilà, ça résume tout à fait la situation. C'est comme ça qu'en Orient, on a pensé la solution du problème. Donc on a déjà trois possibilités qui, du point de vue historique et du point de vue moral, se sont révélées comme étant des échecs complets. Et donc on arrive à la quatrième possibilité de résolution de cette équation. Et Manitou dit, c'est ça, la quatrième, c'est celle de la Torah. Eh bien, effectivement, de manière naturelle, il semble qu'il n'y a pas de solution, puisque de manière naturelle, c'est moi qui le dis maintenant, c'est Kojève qui a raison, il y a toujours un maître et il y a toujours un esclave. Eh bien, on va faire en sorte que je sois maître et vous soyez maître aussi. Je suis le sujet et vous êtes les sujets aussi. Élisée Manitou, c'est ce que l'hébreu dit de manière courante quand on rencontre quelqu'un. Eh bien, qu'est-ce qu'on lui dit? Adoni. Et Adoni, ça veut dire quoi? Mon maître. Élisée, à propos de la rencontre entre Jacob et Ésaü, regardez le manque d'humour d'Ésaü, de l'Occident. Qu'est-ce que lui dit Jacob quand il lui parle? Adoni. Parce que justement, il attend de l'autre qu'il lui réponde quoi? Eh bien, Adoni aussi. Eh bien non, disait Manitou, ce Esav-là, il se prend au sérieux et lui dit, ah, tu m'as dit Adoni? Eh bien, je serai vraiment ton maître. Alors que ce que veut la Torah, c'est finalement qu'on puisse restaurer la dignité de chacun de manière telle qu'on arrive effectivement à une équation de fraternité où les deux membres de l'équation ont leur propre dignité, sont différents, mais chacun est sujet. Il n'y a pas d'un côté un sujet et un objet, il y a en même temps deux sujets. Et c'est ça la base de la morale de la Torah. C'est-à-dire, tout l'enseignement de la Torah, de ce point de vue-là, a pour but, a pour finalité de nous permettre d'arriver à inventer cette solution qui n'est pas naturelle, qui est contre nature. Je vous rappelle que Manitou a toujours enseigné que les mitzvot de la Torah ne sont pas du tout des choses rationnelles, logiques et naturelles, contrairement à ce qu'on pense, mais qu'elles sont toujours contre nature.
Et pourquoi elles sont contre nature? Parce que justement, au niveau de la nature, il n'y a pas de solution sujet-sujet. Il ne peut y avoir une solution que sujet-objet. Et tous les artifices qu'on peut employer, de dire ah ben, je préfère que ce soit toi le sujet et moi je serai l'objet, ou on sera tous les deux des objets, ça ne marche pas. Historiquement, ça n'a jamais marché, ça ne peut pas marcher. Il faut donc que l'homme invente cette solution-là. Inventer cette solution-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire trouve les moyens d'inventer une morale pratique. Pratique qu'il va lui permettre de pouvoir instaurer cette relation-là sur la base sujet-sujet. Voilà l'essentiel finalement de ce que Manitou veut enseigner. Il faut donc pouvoir surmonter cette rivalité naturelle qui, encore une fois, je le rappelle, a été voulue par le Créateur, a été posée comme un défi par le Créateur à la créature, pour que justement toutes ces créatures ensemble arrivent à formuler cette morale pratique, ces règles de vie pratiques qui font que la dignité de chacun est restaurée et là-dessus Manitou a insisté parfois même assez lourdement, c'est pas simplement de restaurer la dignité de chacun, c'est d'abord et premièrement que chacun ait une place. Ce qui, bien évidemment, par rapport à l'histoire récente de l'Occident, pose problème. Puisque l'Occident, 19e siècle, 20e siècle, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Eh bien, il a voulu justement supprimer toutes ces catégories que certains appelaient Untermensch, des sous-hommes, qui les gênaient. Et Manitou de poser la question en se révoltant, comment est-il possible que 30 ans ou 40 ans après la Shoah, il y a encore des massacres dans le monde de population? Il parlait, lui, à l'époque du Biafra, pour ceux qui se souviennent. Et puis après le Bangladesh. Et tous ces conflits-là. Des génocides, il y en a partout. Comment c'est possible? L'Occident n'a toujours pas compris. Et pour terminer, je voudrais insister sur un sujet très important. J'ai rappelé le nom de Lévinas tout à l'heure, parce qu'il a effectivement aussi longuement traité de toutes ces questions-là. Mais il faut souligner que sur cette question-là, il y a une controverse, je dirais une controverse abyssale, entre Manitou et Lévinas. Pour ceux qui connaissent un peu la position de Lévinas sur le sujet, Lévinas, effectivement, se tourne vers l'Occident en posant finalement la question que beaucoup posent. Moi, le juif, dans votre société, je n'ai pas de place. Vous me refusez d'avoir une place. Et donc, je vous accuse. Si vous avez lu le livre Difficile Liberté, entre autres, mais des textes même que Lévinas a publiés directement après-guerre, finalement, ce qu'il dit à l'Occident, c'est quoi? C'est moi, je suis votre autre. Et votre moralité, elle est fondée sur quoi? Bon, il appelle ça de l'éthique. Mais votre éthique est fondée sur quoi? Finalement, elle est fondée sur le fait qu'il n'y a pas de place pour moi. Donnez-moi une place. Je demande, j'exige cette place. Et donc, cette exigence que présente Lévinas, elle est à sens unique. Vous, l'Occident, vous devez cesser de me considérer comme l'esclave, je reviens à la dialectique de Hegel, pour me donner une place en tant que maître aussi. Et Manitou dit, faites très attention à ce qu'il dit. C'est très dangereux. Pour deux raisons. La première, Lévinas, à aucun moment,
ne demande la réciprocité. Pourquoi il faut la réciprocité? Parce que Manitou explique de manière naturelle. C'est le résultat de l'éducation juive. Le juif voit dans l'autre une créature du Créateur. C'est assez naturel pour un juif. Mais l'autre, qu'est-ce qu'il voit? Ben, il ne voit pas une créature du Créateur. Il voit soit un sous-homme, soit le Satan, le diable en personne. Donc Manitou dit, quoi, on va continuer à être naïf, on va continuer à faire semblant, on va continuer à croire que les autres sont des anges alors qu'ils ne sont que des hommes. Donc j'exige la réciprocité. Et je dis que si il s'avère que celui que j'ai en face de moi, contrairement à ce que je pensais, n'est pas un ange, mais un homme, eh ben, je prends mes valises et je m'en vais. Parce que l'histoire nous a appris qu'il fallait s'en aller à temps. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point sur lequel insistait beaucoup Manitou, c'est que finalement, même si Lévinas avait des bonnes intentions, ceux qui continuent, soi-disant, la philosophie de Lévinas aujourd'hui, enfin, Manitou parlait dans les années 80-90, mais déjà à cette époque-là, il avait compris que ceux qui continuaient, qui se présentaient comme étant les fidèles de Lévinas, eh bien, en réalité, véhiculaient une morale christianisante. Quand on ne demande pas la réciprocité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par définition, l'autre a toujours raison. Et quand je dis que l'autre a toujours raison, qu'est-ce que l'autre entend? Qui c'est cet autre-là? Ben, aujourd'hui, avec le postmodernisme, le wokisme et ce que nous avons vécu, on comprend très bien de quoi il est question. Ah, tu dis que j'ai raison, ben donc toi, tu seras mon esclave. D'autant plus qu'il y a un contentieux. Dans la période des années 50-60, la décolonisation, ça a mené à quoi? Demandez aux Algériens aujourd'hui comment ils voient la France. Mais c'est l'ennemi. Pourquoi? Parce que c'est l'ancien colonisateur. Parce que c'est c'est celle qui a voulu éliminer, effacer la culture algérienne. Les frères musulmans, ils ont été créés en 1922 au Caire. Qu'est-ce qu'ils reprochaient aux Anglais? De vouloir effacer toute trace de civilisation et de culture arabe. Les Anglais, comme ils avaient déjà fait en Afrique, voulaient imposer effectivement comme standard, eh bien, ou Oxford ou Cambridge. Mais enfin, c'était ça ou ça, il n'y avait pas autre chose. Les anciens colonisés, eh bien, ils se révoltent. Ils se révoltent contre quoi? Ben, contre ce modèle du maître et de l'esclave pour à leur tour devenir eux les maîtres et faire des autres les esclaves. C'est la logique historique marxiste en place. Donc Manitou disait attention, toi, de ta propre initiative, tu viens et tu tends ta deuxième joue, ça c'est la tendance christianisante dans cette histoire, et tu crois que l'autre il va faire quoi? Il va t'embrasser? Tu es naïf, ça marche pas comme ça. Et donc il rejetait complètement l'éthique proposée par Lévinas pour dire la Torah n'a jamais parlé de ça. C'est de la philosophie, c'est pas de la Torah. La Torah a un modèle simple, le modèle du triangle. À la base du triangle, il y a toutes les créatures. Et au sommet du triangle, il y a le Créateur. Et nous sommes tous des créatures du même Créateur. Et parce que nous sommes tous des créatures du même Créateur, nous avons cette relation de réciprocité qui doit se mettre en place. Je reconnais que tu es créature du même Créateur, et toi, tu reconnais que je suis créature du même Créateur que toi. Dans ce cas-là, on peut arriver à une réciprocité aussi au niveau de sujet-sujet. Mais si cette clause-là n'existe pas ou est de manière voulue, consciente, éliminée,
le triangle se casse la figure. Et on arrive à toutes les éventualités possibles. Voilà. Alors, l'heure est passée pratiquement, oui. L'heure est passée, donc je vous laisse la parole maintenant, après ces quelques remarques préliminaires. Vous pouvez ouvrir vos micros, si c'est possible techniquement, je ne sais pas. Moi, je voudrais, si possible, d'abord te remercier beaucoup, Chaim, pour cette intervention euh, qui est très particulière dans la mesure où jusqu'à présent, toujours lorsque on parlait de fraternité, c'était plus la relation Caïn-Abel. Et là, tu as touché d'autres sujets. Et j'aimerais savoir aussi comment est-ce qu'on pourrait avoir plus de renseignements sur Kogel. Ah, ben, tu veux des livres? Voilà, tiens. Il y a un livre qui s'appelle Le philosophe du dimanche, la vie et la pensée d'Alexandre Kojève, qui a été écrit par Marco Filoni, OK. publié aux éditions Gallimard. Et c'est un livre excellent. Et l'intervention qu'il a faite avec la présence de Gordin. Ah ben non, Gordin était au séminaire. On ne sait pas grand-chose de l'état des relations. Quelqu'un m'a dit que dans les archives de Gordin, qui se trouvent à l'Alliance à Paris, à la bibliothèque de l'Alliance, il y avait un échange de lettres entre, attendez, je ne sais plus qui, Kojève et un autre, ah, j'ai oublié le nom, c'est pas Herman Cohen, c'est un autre, bon, peu importe, assez acerbe justement à propos de ça, mais enfin bon, on ne sait pas, on sait que Gordin était inscrit à ce séminaire-là, qu'il y était et qu'il a participé de manière active. Mm. Donc, évidemment, Manitou a entendu de Gordin, même s'ils se sont connus finalement relativement peu de temps, Manitou a entendu de Gordin ses analyses de base. Et ça a été conforté ensuite par ce qu'il a entendu à la Sorbonne de Jean Val et de Hippolyte. Mais encore une fois, ça ne peut pas être par hasard que Manitou a mis l'accent sur cette dialectique-là du maître et de l'esclave chez Hegel. Manitou ne lisait pas l'allemand, il n'a jamais lu Hegel en allemand. Il l'a lu à travers une traduction française. Et la manière dont il formule les choses, ça ne peut venir que de chez Kojève. C'est possible qu'il ait lu le livre qui a été publié en 1947. Ça, je peux pas être affirmatif là-dessus, ça ne m'étonnerait pas. Mais il l'a entendu directement de Gordin, c'est sûr. Merci. D'autres questions? Alors, je vais poser une deuxième question. C'est Est-ce toujours que, est-ce que tu penses qu'il y aurait une influence aussi sur Buber, sur Martin Buber, avec le jeu et sa le tu. théorie du jeu et du tu? Il y a un cours où Manitou parle de faire un rapprochement entre Lévinas et Boubert, même s'il dit que c'est un peu différent, mais il rejette les deux. Ah, Merci. quelqu'un écrit qu'il y a un problème pour ouvrir les micros? Non, chacun peut l'ouvrir individuellement. Oui, je pense aussi. Chacun peut l'ouvrir. Oui, Jean-Charles, oui. Il faut que vous l'ouvriez de votre ordinateur, c'est tout. Ça y est, merci beaucoup. Et j'ai une question. Est-ce que vous avez répondu à la question qui a été posée? J'ai une question à vous poser. Ben, allez-y, je n'ai vu aucune Et question. est-ce que vous ne pensez pas que les relations en Israël sont des relations de maître-esclave, De quel point de vue? du point de vue de la société? Et on a l'impression que certains se considèrent comme des maîtres. Ah oui, bon.
Bon. Je sens ça depuis que je suis arrivé en Israël, il y a fort longtemps maintenant. Oui, oui, Et oui, nous le voyons absolument tous les jours, même dans ces manifestations. oui, 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 C'est volontaire. tout à fait. La société israélienne, c'était, comme disait Manitou, c'est un microcosme de la société humaine. Donc, tant que le problème n'est pas résolu dans la société humaine en général, elle n'est pas résolue en Israël. Et tant qu'elle n'est pas résolue en Israël, elle ne peut pas être résolue dans la société humaine en général. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Et ça fait partie du défi qui est posé à la société israélienne, notamment à travers le concept que Manitou a longuement discuté et analysé, du fait qu'en Israël, il y a 13 tribus. Et donc, il y a 13 manières différentes d'être Israël. Et qu'au moment du retour de l'exil, eh bien, même si pendant l'exil, on a connu pratiquement de fait qu'un seul modèle d'être juif autour de la synagogue, oui, pour dire les choses assez clairement, ce que Manitou appelait le modèle de la tribu de Lévi, oui, eh bien, depuis 200 ans, plus ou moins l'époque de l'émancipation, oui, eh bien, d'autres modèles d'être juif ont commencé à apparaître. Et puis, quand est arrivé le temps du retour, et que le retour a effectivement commencé, eh bien, réapparaissent en fait toutes les manières d'être Israël, au moins au niveau de la volonté, et donc elles sont en, comment dire ça, en tension les unes par rapport aux autres, jusqu'à ce que, par un processus que Manitou nommait un processus de birour, de tri, oui, eh bien, on arrive à faire, j'allais employer un mot qui est problématique, ressusciter, mais réémerger l'identité hébraïque authentique. C'est-à-dire, nous revenons en tant que juifs, nous devons redevenir hébreux, mais ce passage du juif à l'hébreu par une étape qui s'appelle l'israélien, oui, demande un processus de tri, de tri dans le sens de un certain nombre de modèles sont proposés, ils sont en conflit les uns par rapport aux autres, ils sont en tension les uns par rapport aux autres, et ce tri doit être fait, c'est ce que nous vivons actuellement, de manière, comment dire ça, aiguë, oui, acerbe aussi parfois, et donc ce processus-là, ce n'est pas un processus qui prend une semaine ou deux. Il faut en être conscient. Mais et peut-être c'est ça la chose qu'il faut rajouter, à la grande différence des tentatives qui ont eu lieu jusqu'à présent dans l'histoire universelle, tentatives qui, même si au départ elles partaient d'un bon sentiment, disons, d'une bonne volonté, ont finalement toujours échoué, eh bien, en Israël, ça réussira. Ça faisait partie comment dire ça, du côté optimiste de Manitou, les jours où il était optimiste. Peut dire quelque chose? Avec plaisir. D'accord. Alors, d'abord, vous remercier beaucoup. Et puis, la personne qui a demandé des informations là sur Cogeb, je voudrais signaler un livre de Betty Rodgman, une fin d'abîme. Le livre s'appelle... J'ai un retour là, ça va pas du tout. Fermez Allô? votre micro, Martine Toledano. Allô? Oui, est-ce que je peux parler maintenant parce que j'avais un retour de... Oui, Voilà. Parlez. Donc voilà, je voulais signaler ce livre de Betty Rodgman qui s'appelle Une fin FAIM. Reutemann. Oui, Rodgman. Une Oui. fin d'abîme. Oui. Il Il y a énormément de... Enfin, il y a énormément. Il y a plusieurs livres. Ok. Bon, son livre n'est pas directement sur Kogeb. Oui, mais non, il y a un passage, ouais. Oui, je sais. Pas uniquement, ouais. Mais enfin, il parle de la fascination de la mort dans l'écriture contemporaine, de toute la fascination intellectuelle de tout à fait. l'entre-deux-guerres. Et elle
elle oppose l'hébraïsme et le judaïsme. Oui, oui, tout à Vous fait, voyez? tout à fait, tout à fait. Et voilà, elle fait tomber pas mal d'idoles, si vous voulez, Oui, hein, oui, 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 oui. dans Mais son livre. Hein. je Blanchot. oui, 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 tout à fait. Mais Et- je crois que ce livre-là est épuisé. ouais, enfin bon, moi, c'est Il un est livre qui bon. m'a fait Non, non, beaucoup de mais bien. ça Épuisé. peut. Je pense Ok. qu'il est épuisé. Et la bibliothèque, c'est fait pour qui? Oui, oui, bah, dans les bonnes bibliothèques, certainement, il existe. Voilà. C'est Voilà. comme ça qu'on peut faire la différence entre une bonne bibliothèque et une autre. Bien, d'autres questions? Oui, vous avez dit. Ouais, Oui, j'écoute. Et, bonsoir Chaim. Est-ce qu'il y a des exemples tanakhiques? Tu as dit que, en fait, toutes les mitzvot, elles sont illogiques. Non, je n'ai pas dit qu'elles sont illogiques. Excuse-moi. Alors, je J'ai suis dit qu'elles n'étaient pas rationnelles et qu'elles pas étaient rationnelle. contre nature. Oui. Donc, elles sont irrationnelles pour Non. arriver à ce Non, fait. non, 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 non. Quand je dis qu'elles ne sont pas rationnelles, ça ne veut pas dire qu'elles sont irrationnelles. Ah, Mathématiques, c'est pas dans les deux sens. alors, elles sont pas rationnelles pour arriver à cet état de choses qui est, en fait, une sociologie qu'on a du mal à appréhender. Est-ce qu'il y a des exemples tanakhiques Ben oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr qu'il y a un exemple que tout le monde connaît. C'est l'opposition entre le serpent et Adam Arishon. Je vous renvoie à l'étude du 9e tome de Sod Midrash Atoladot, où Manitou explique très longuement toutes ces questions. Je peux parler, dire quelque chose? Non, une seconde, une dernière question. Donc, en fait, ce que tu me dis, c'est qu'il n'y a jamais eu d'application. Non, non, j'ai pas dit qu'il n'y a jamais eu d'application. Si les choses avaient été appliquées dans leur entier, on serait déjà dans le Olam Haba, on ne serait plus dans ce monde-ci. Donc, on est en chemin. Oui, mais non, moi, ce que je voudrais, c'est étudier bon, le Midrash Toladot, le jour où je l'aurai, mais surtout un Pérec du Tanakh où on me montre Oui. une société qui évoque. Non, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bon, Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais ce que je veux dire, c'est que le fin fond des choses, quand on étudie sérieusement la question, il faut revenir effectivement à cet épisode-là qui est Manitou le décrit comme étant Milchemet Olam, une guerre mondiale entre le serpent qui est finalement ce qu'il appelle lui l'homme de nature et Adam Arishon qui est censé être l'homme qui s'élève au-delà de la nature, l'opposition entre l'homme du 6e jour et la morale du 6e jour et la morale du 7e jour. Et si déjà on parle de ça, eh bien, je vous rappelle un verset très important, que vous trouverez dans le 3e chapitre de Bereshit, auquel on ne fait pas toujours attention, mais ce verset-là, je cite de mémoire, Ve'eva Hashit Bener ou Ben Aïcha, Bencha ou Ben Aïcha, quand le Dieu s'adresse au serpent, donc à l'homme de nature, en lui disant après ce qui s'est passé, que Eva, c'est une rivalité, une hostilité. Je mettrai entre toi et la femme. Pourquoi? Vous verrez Rachid là-bas. Rachid dit quelque chose de très important. Quel était le plan de l'homme de la nature? L'homme de la nature, lui, voulait tuer Adam Arishon. Pour faire quoi? Ben pour prendre Chava. C'est-à-dire pour s'approprier, à travers elle, continuer à engendrer des hommes de nature. Des hommes de nature, ce sont des hommes qui n'ont pas de conscience morale. Et donc le problème, il est bien au niveau de la conscience morale. Et c'est ce qui s'appelle chez les Mekoubalim, Zohamat Anachash. Voilà. Donc tous ces thèmes-là demandent évidemment à être étudiés pour eux-mêmes. Et comme je l'ai dit au départ, si on avait le temps, on s'y serait intéressé, mais ça demande une très longue étude.
D'autres Merci beaucoup. questions? D'autres Oui. questions? Oui, moi je voulais poser une question. Quand Oui. vous avez dit que, se pose la question comment était possible que 40 ans après la Shoah, il y a encore des génocides, Oui, et vous c'est avez Manitou, cité c'est par Manitou. exemple le Biafra en Oui. disant que l'Occident n'a toujours pas compris. Alors Oui, la c'est ce que disait civilisation Manitou. africaine, etc., c'est pas l'Occident. Mais si, ça a été colonisé par l'Occident. Oui, mais s'ils se battaient entre eux, Mais non? l'Occident aujourd'hui, c'est la ligne de pensée du monde entier. La globalisation, ça existe. La colonisation, c'est quoi? C'est exporter le modèle français ou le modèle anglais, parce que c'était les deux principaux colonisateurs à ce moment-là, oui, vers d'autres cultures en les effaçant. Quand les Français sont arrivés au Sénégal et ont appris aux petits Sénégalais que nos ancêtres étaient gaulois, il y a un problème. Ça s'appelle l'impérialisme. L'impérialisme, il vient d'où? Il vient justement du fait que moi, je suis le maître et toi, tu es l'esclave. Et bien, ce modèle-là, ils l'ont compris. Et aujourd'hui, ils le rendent à l'Occident en leur disant, ben, c'est maintenant nous les nouveaux maîtres et vous allez être vous les esclaves. On vient chez vous. Et eux-mêmes, avant la colonisation, ils étaient un modèle différent. Ben, avant la colonisation, ils étaient dans une période d'abord où ils étaient, bien sûr qu'ils étaient différents. On peut dire la même chose à propos de l'Orient. L'Orient aujourd'hui, la Chine, elle pense comme les Occidentaux. Donc tout ce qui existait avant, c'est ça la globalisation. Tout le reste a disparu. Il y a cette phrase célèbre, je ne me souviens plus de qui dit le monde se divise en deux. Il y a ceux qui boivent déjà du Coca-Cola, puis il y a ceux qui n'en boivent pas encore. Mais la référence, c'est le Coca-Cola pour tout le monde. C'est McDonald's pour tout le monde, la référence. Et les civilisations qui étaient avant la colonisation, elles avaient quel modèle? Mais peu importe, elles n'existent plus. Elles n'existent plus, ces civilisations-là. Elles sont dans les Même les Arabes. Ben, les Arabes, ils rendent la monnaie de la pièce comme aux Occidentaux. C'est ça, les frères musulmans. Mais ils nous ont pas attendu pour rendre la monnaie de la pièce parce que Ah, mais même si, les Arabes, ils ont attendu. ils ont djimmi. La djimma, c'est de considérer il faut tous pas, les il faut pas. gens Non, qui ne non, sont non, pas non, arabes non, comme non, des non, serviteurs. non, Mais les Arabes. Pourquoi non? Comment non? Une seconde. Mais je vais vous dire comment non. Je vais vous dire comment non. Même en Algérie, c'était comme ça. Mais Avant la colonisation, je parle. Non. Il faut faire une Mais différence. non, c'est vrai, elle a raison, il ne faut pas lui couper la parole. Il faut faire une différence entre une analyse politique et une analyse sociologique. OK. OK? Il y a un fait politique qui s'appelle les frères musulmans. Le Caire 1922. Ça, c'est un fait politique. Ce fait politique-là change radicalement la manière dont les Arabes se voient ou veulent se voir. Okay? On quitte le domaine, qu'on pourrait dire le domaine du droit religieux. Effectivement, il y a un statut des 10 000 qui fait partie du droit religieux musulman, oui. Bien sûr, du Mais on en fait maintenant, à partir de 1922, on en fait un fait politique. C'est pas la même chose. Maintenant, on va dire que le djihad, c'est un fait politique. C'est pas la même chose. C'est ça que les Occidentaux ne veulent pas comprendre. Est-ce qu'on peut dire idéologique à la place avec politique? Non, c'est de l'idéologie, mais c'est de l'idéologie politique. C'est traduit en termes politiques. C'est ça la grande différence. Et c'est ça que l'Occident ne veut pas comprendre. Bon, l'Occident est bête, hein? Mais non, il n'est pas bête. Il n'est pas bête. Il est habitué à un certain schéma du maître et l'esclave, et c'est moi le maître et c'est toi l'esclave. Et quelqu'un maintenant vient retourner ce schéma-là en lui disant, ben, ça sera moi maintenant le maître et toi l'esclave. Par rapport aux Juifs, On fait une dernière question peut-être. Avant 1920. Bon, moi je voudrais remercier Chaim Rothenberg. Il m'a fait penser à la définition que j'ai entendue en classe de philo. Qu'est-ce que c'est que la morale? La morale, c'est de considérer l'autre, de ne jamais considérer l'autre comme un objet, mais toujours comme un sujet. C'était la définition. Et aussi, je voudrais
revenir à un point dont avait parlé Amadou Valenzi. Elle avait dit que, en fait, l'altérité par excellence, c'est dans le couple. C'est l'autre à l'intérieur du couple. C'est la J'ai dit femme trois fois, oui. par rapport à Il a l'autre. été On en a divorcé 3 parlé. fois. Et justement, Bien Amadou Valenzi. si on regarde ce qui se passe, elle disait, si on regarde ce qui se passe dans la société musulmane et de la manière dont ils traitent les femmes, on comprend aussi comment ils traitent les autres et nous en particulier, voilà. Oui, encore une fois, je souscris à ces analyses-là. La dimension homme-femme, c'est une dimension, disait Manitou, intérieure au problème frère-frère. Mais encore une fois, c'est une dimension qui demande à être étudiée pour elle-même, peut-être dans Une l'avenir. autre fois, voilà. Dans l'avenir, voilà. Toda Rabba, merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Shabbat Shalom et Chodesh Tov. Shabbat Shalom. Toda Rabba. Shabbat Shalom. Toda Chodesh Rabba, merci Toda. beaucoup. Est-ce que le cours peut être publié sur YouTube bientôt? Il est enregistré. Je te l'enverrai dès qu'il sera publié. D'accord? Le cours, oui. Tout le monde. Voilà. Oui, merci. On a besoin d'une écoute supplémentaire. Absolument. Enfin, moi, Absolument. Merci, Chaim. merci beaucoup. Shabbat Shalom À v'chodesh tov. bientôt. Toda Rabba.